Il y a quelques épisodes, j'avais reçu Philippe Grégoire, agriculteur, qui était venu nous parler des conditions de vie vécues par ceux qui pratiquent sa profession. Le concept de ce genre d'épisode vous a plu, alors j'ai décidé de réitérer l'expérience avec cette fois-ci une autre profession, celle que l'on nommait il n'y a pas si longtemps que ça le plus beau métier du monde. Monsieur Gilou est instituteur, même s'il le confesse lui-même, il n'est pas sûr d'avoir encore le courage de continuer à lutter longtemps contre des moulins à vent. Des violences morales aux violences physiques, du système aberrant de notation des élèves à l'ubuesque système de notation des professeurs, des instructions contradictoires du ministère aux incompréhensibles manuels de pédagogie, Monsieur Gilou balance tout. Et balancer est bien ici le terme qui s'impose, car il en avait gros sur le cœur. Il m'a confessé lui-même que cette interview lui avait fait beaucoup de bien, car il avait besoin de dire tout haut ce que des milliers de collègues à lui vivent tous les jours tout bas. Il nous livre son point de vue sur l'état actuel de l'école en France, de la façon dont les pouvoirs publics l'ont abandonné depuis maintenant bien trop longtemps. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à le partager. Je vous invite aussi à découvrir en description de cette vidéo la chaîne de Monsieur Gilou, puisqu'il est maintenant sur YouTube. Et sur sa chaîne, il traite de sujets liés au monde antique, même si depuis maintenant un mois, il se risque lui aussi aux vidéos plus politiques sur le sujet de l'éducation nationale. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao! La pédagogie, comment ça se passe? Allez, vif du sujet, comment se passe un cours? Votre gamin, qu'est-ce qu'il fait en salle de classe? T'arrives, déjà, les élèves se lèvent. Dis-toi que des bouquins de trucs comme ça, il y en a des tonnes. Hein. Je traduis du latin, du grec, je traduis de l'hébreu, je parle italien, j'ai récité du Dante. Je ne comprends pas un texte de pédagogie. Non mais attends, vraiment, les profs ont des trucs comme ça? Je vais pas refaire l'histoire de l'humanisme, mais c'est encore un mot qu'on emploie n'importe comment. Tout est un humanisme maintenant, merci Jean-Paul Sartre. La métaphysique à partir de mes fesses, hein, c'est le sous-titre de L'être et le néant, je crois. Coup de téléphone d'une entreprise, on apprécie ce que vous faites, on vous rachète vos années, vous venez chez nous, le type il fait une belle carrière. Il a des connaissances. Tu sors sur une thèse, l'étude des genres dans les recettes de cuisine sicilienne au 1er siècle avant notre ère, tu intéresses qui ? Bonjour tout le monde, nouvel épisode de Pas Content avec Tabibian. Aujourd'hui, on va parler du magnifique métier de professeur avec Monsieur Gilou. Bonjour Grégory. Comment tu vas ? Bah écoute, autant que faire se peut. Alors ceux qui avaient suivi l'émission qu'on avait fait avec Mandrill sur sa chaîne t'avais déjà vu te livrer à des saillies et des extravagances poétiques et philosophiques stupéfiantes. Mais aujourd'hui, c'est pour parler de ton métier de professeur, peut-être bientôt ton ancien métier de professeur que tu es là. Je vais en profiter pour me présenter, je prends la balle au vol. Donc effectivement, je m'appelle Gilles, Monsieur Gilou sur les réseaux, et mes élèves m'appellent Monsieur Farfour, et je suis professeur dans le 80 Eutré, ça le fait bien quand je dis 80 Eutré, je suis professeur en Seine-Saint-Denis. D'accord. Astin, c'est ça ? Oui, Astin, alors je vais pas citer le collège dans le détail, mais de toute façon, ça se retrouvera très facilement. Je suis dans ce qu'on appelle un collège difficile, pour reprendre une expression médiatique consacrée, pour ne pas dire particulièrement difficile, vu la configuration de la zone. Et aujourd'hui, eh bien, je décide de parler. Je décide de parler parce que j'aime la transmission. Je pense que transmettre, qu'est-ce que c'est transmettre finalement? C'est affermir le cœur et l'esprit des hommes. Pour moi, transmettre, c'est ça. Et à l'heure actuelle, l'institution que je dois servir, eh bien, m'empêche d'agir correctement auprès des élèves. Ok. Tu sais que tu vas peut-être te faire quelques ennemis dans ton corps professionnel en venant ici. Alors, comme dans tous les milieux, il y a la majorité silencieuse et il y a des personnes qui ont des intérêts, effectivement. Les gens savent de façon générale ce que je pense dans mon milieu. Je ne suis pas vraiment là pour faire de la polémique, même si, quoi que je veuille, une description la plus naturelle possible de ce qui se passe dans les établissements scolaires donnera lieu à une polémique de toute manière. Je peux pas m'en cacher non plus, hein. C'est clair et net, mais je l'accepte, j'assume en fait.
j'assume ce que je vais dire et je le dis pour aller vers le mieux. Je vais faire ni mon grognon. L'école d'un autre temps était meilleure, elle était meilleure sur certains points, ni mon progressiste, encore pour citer l'époque actuelle. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de trouver un juste milieu des choses, de trouver une excellence, et non pas un en même temps qui ne veut rien dire, le en même temps étant une parodie du juste milieu. Voilà. Et justement, si je dis que tu vas avoir des emmerdes, c'est parce que tout ça, ça a été même codifié par les réseaux sociaux avec un hashtag qui s'appelait pas de vague. Après la vidéo choc d'un élève braquant sa professeure, les témoignages s'accumulent sur les réseaux sociaux. Avec le hashtag pas de vague, des enseignants racontent les menaces et insultes qu'ils subissent. Surtout, le manque de soutien de leur hiérarchie, qui leur répond qu'ils prennent trop les choses à cœur, qu'ils ont peut-être mal entendu ou qu'ils sont trop dans le répressif. Beaucoup espèrent la fin de l'omerta dans l'éducation nationale. Pas de vague, c'est un hashtag qui est sorti sur Twitter. Je pense qu'il faut préciser que, si je ne dis pas de bêtises, 90% des tweets en France sont produits par 200 000 personnes. Je crois 200 000 comptes, en tout cas. D'accord. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Donc, Twitter, il faut y prêter attention. Ça dépend du sujet. Parfois beaucoup, parfois pas trop. Mais en tout cas, à ce niveau-là, je pense qu'il fallait prêter attention au hashtag pas de vague, qui doit être retrouvable, où on a énormément de professeurs qui parlaient d'anecdotes de vie, et particulièrement de violence. Ce qui dominait, c'était la violence. Et au début, je pensais faire un point strictement sur la violence, les types de violence qu'on a à l'école, et je me suis rendu compte que j'allais parler de la violence tout le temps, en fait, malheureusement. Le pas de vague concernait sur les réseaux sociaux, particulièrement les profs qui te parlent de l'impossibilité de faire cours, de gamins violents, de problèmes avec les parents d'élèves, l'administration, etc. Mais c'était beaucoup des profs qui parlaient. Je pense que bien des proviseurs, bien des CPE, qu'on appelait surveillants-chefs autrefois, des surveillants, assistantes sociales, dans mon collège il y en a une, on se voyait très souvent d'ailleurs, enfin, tous les gens, les auxiliaires aussi, dont on parle peu, plein de gens auraient pu faire leur hashtag pas de vague. Et je me suis demandé, mais pourquoi en fait ? Est-ce qu'on communique pas ? Ce hashtag pas de vague dévoile une structure en arrière-plan. L'éducation nationale est faite de strates, prof, administrateur, il y a l'inspection, etc. Ce n'est pas une vraie hiérarchie, en fait. Et ça, les gens se rendent pas compte. Ils ont l'impression que tu as un proviseur qui chapeaute tout ça, qui donne les instructions. C'est pas comme ça. Moi, je suis un prof, j'ai un supérieur hiérarchique, j'ai un administrateur qui est mon proviseur. Sur le plan pédagogique, j'ai un inspecteur. Sur le plan de mon placement sur le territoire, ça se joue aussi au niveau du ministère et du rectorat. Les demandes de financement, elles vont varier. On va demander au département, à la région. On va demander, en fait, tout. C'est une mosaïque. C'est une mosaïque en établissement. C'est une espèce de mélange de couches qui soit ne se rencontrent pas, soit lorsqu'elles se rencontrent font des abrasions et ça finit en pas de vague. Et la réalité, c'est que t'as plein de gens qui pleurent derrière leur bureau. Enfin, les proviseurs, ils s'en prennent souvent plein la tronche et il y a beaucoup de cas de figure où c'est à juste titre. Je vais pas forcément être tendre avec tout le monde, mais ils pleurent aussi dans leur bureau, les CPE aussi. C'est assez compliqué. Je veux pas parler juste en tant que prof qui parle pour sa petite personne, sa petite tambouille. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc aujourd'hui, je voudrais dépasser le pas de vague, montrer la structure. La liberté de l'enseignant ou des différentes personnes qui composent un établissement scolaire, elle a, ces dernières années, est-ce que ce carcan administratif, il s'est renforcé ? Est-ce qu'il y avait plus d'autonomie du professeur, indépendamment du respect de son autorité il y a quelques années, ou est-ce qu'il y a de moins en moins de liberté dans l'enseignement, dans la façon de gérer la violence, dans la façon de gérer les conflits, dans la façon d'aborder les problématiques sociales ? Est-ce que tout ça, ça a changé ? Est-ce que vous êtes plus libre, moins libre ? Parce qu'on pourrait penser qu'un État qui abandonne laisse les gens faire un peu ce qu'ils veulent, ou alors est-ce qu'au contraire, comme dans tout bon système autoritaire qui s'effondre, les directives sont encore plus dures ?
en fait? Il y a plusieurs choses que tu soulèves. Le problème de l'autorité, de la violence, ce qu'on appelle aujourd'hui gestion de classe. J'ai horreur de cette expression, c'est l'expression qu'on emploie. Qui l'a imposé? C'est au ministère où tu as des gens qui produisent de la pédagogie et à tort et à travers, ce qui leur permet surtout de se faire une place et qui t'emploient des expressions de ce type-là. Tout ce qui est autorité, punition, sanction, je suis surtout sanction, c'est-à-dire ça c'est ce qui est lourd, tu vois, je suis extrêmement dépendant de la tête de mon établissement. Le directeur. Le directeur. Tout ce qui est pédagogie, normalement... Sur le papier, on est pris en tenaille par les réformes pédagogiques qui sont aberrantes. Mais l'avantage de ce système qui est un peu en roue libre où les mécanismes se touchent pas trop, c'est qu'en réalité, beaucoup de professeurs prennent plein de liberté dans leur salle de classe pour éviter ça. Parce que la réalité, c'est que t'as un inspecteur pour... je sais pas combien, quoi. Moi, j'ai des collègues qui n'ont pas vu d'inspecteur depuis 10 ans. Donc, dans un système vertueux, c'est pas une bonne chose. Dans un système vicieux comme le nôtre, c'est peut-être pas plus mal. Ces vidéos qu'on a vues qui tournent, etc., c'est de l'exceptionnel ou c'est du quotidien ou c'est entre les deux? Comment dire? Tout dépend de ton établissement scolaire. Dans la magnifique ville de Stein, par exemple. Dans la magnifique ville de Stein, comme tu dis... Bah, on est d'accord qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos de Louis le Grand qui ont circulé avec le hashtag pas de vague. C'est sûr. C'est sûr. Dans ce qu'on appelle les lycées difficiles. Il y a une autre forme de violence à Louis le Grand, mais chez nous, effectivement, on a eu des situations... une collègue qui a pris un pain dans la gueule, si je puis m'exprimer ainsi, je le fais exprès, ça surprend les gens, mais là, je l'ai fait exprès pour que ça marque un peu. Restez là. Restez là. Yacine, vous êtes à l'école. Et ne me touchez pas, Yacine. Wesh! Il l'a envoyé par terre. Wesh! Effectivement, t'as des bastons qui peuvent être assez fortes. Entre élèves. Oui. Oui. Oui, il y a des gamins, on a déjà retrouvé des jeunes sous l'escalier dans des états piteux, envoyés à l'hôpital. L'avantage, c'est que ça demande l'intervention des forces de l'ordre et qu'à partir de ce moment-là, les agresseurs se font virer à coup sûr. Pourquoi à coup sûr? Le dirlo, il voit quelqu'un qui passe à tabac quelqu'un dans l'escalier, il le vire. Alors, il voit... Oula, il y a trop de temps. Oula. Non. Alors, le vire. On va remettre les choses dans le contexte. Est-ce que tu veux savoir comment les procédures se font? Oui. De manière à ce qu'on comprenne Je sais ce pas, qui se on a passe. 2 heures ou Oui. Alors, violence. La violence dans les collèges, la réponse à la violence. C'est ce qui marque les gens, c'est ce qui touche les gens. On va le faire là. Je vais être très très clair. Moi, je suis dans un établissement là aujourd'hui où pendant longtemps, et de manière récurrente, les sanctions n'étaient pas prononcées. Il y a différentes formes de sanctions dans un établissement. La plus connue, c'est l'exclusion, n'est-ce pas? C'est celle qui marque le plus les gens, ça n'est pas la seule. En réalité, pour l'avancement de carrière du principal, multiplier les sanctions, augmenter les chiffres, est une mauvaise chose, c'est un frein. C'est-à-dire que si le mec vire des gens, Mmh. il avance moins professionnellement? Oui. Mais c'est codifié à quel niveau, ça? C'est un système de points? Ou alors c'est le zèle administratif, il va avoir des emmerdes? Oui, on est à ce niveau de structure dans un groupe qui se rétrécit, où les gens se connaissent très bien. Ouais. D'accord? Il y a ça aussi. Moi, je suis antiquisant, je connais, je sais pas combien d'antiquisants dans le pays, c'est normal, antiquisant, c'est prof de latin grec. Mais là, c'est la même chose. Ce sont des gens qui se connaissent. Le proviseur, quand il arrive dans un établissement, il a une feuille avec des objectifs. D'accord? Dans ces objectifs, il n'est pas écrit noir sur blanc, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, il n'est absolument pas écrit noir sur blanc qu'il faut diminuer le nombre de sanctions. Attention, hein. Il y a cependant, avec les objectifs, il y a des indicateurs. Parmi les indicateurs, on a des statistiques sur la violence dans l'établissement, notamment sur les sanctions qui sont prononcées. Ok ? Et cela est évidemment pris en compte à un moment ou à un autre, sachant que de toute manière, une sanction qui est inscrite au dossier du gamin,
au bout d'un an, dans la majorité des cas, est enlevé du dossier, quoique les faits pour lesquels il a été sanctionné demeurent, voire sont enlevés à la demande. Donc, comment ça se passe en temps normal ? Dans une salle de classe, tu as un prof, fait des punitions. Punition, rappel à l'ordre, on se fait un sermon, le mot dans le carnet de correspondance, tu te souviens du fameux carnet de correspondance ? L'heure de colle. Voilà, qui sont censés être signés les carnets, donc quand tu as des parents qui ne sont pas lettrés en langue française, ça devient compliqué. Et l'heure de colle, par la suite, effectivement, qui embête un peu tout le monde parce qu'on est censé surveiller les heures de colle, le CPE nous le demande et il a raison, mais nous on n'a pas le temps. Donc c'est le genre de choses qui fait qu'on va commencer à s'engueuler, tu vois, pour des raisons idiotes. L'exclusion de la classe, je le dis aux jeunes qui sont formés dans les, je sais pas comment ça s'appelle maintenant, les IUFM, il y a USP, NSP, je crois que c'est toujours ça IUFM, change d'acronyme par, non, ça a changé, ça change d'acronyme par gouvernement. Je le dis, exclure un élève de classe ne fait pas partie des sanctions. Je le dis parce qu'une sanction, normalement, est prononcée par le chef d'établissement et qu'elle a une portée légale. Donc, elle est soumise au principe du contradictoire. Les gens peuvent faire appel. On dit aux jeunes profs, non, vous pouvez pas exclure, sauf en cas de violence. Aux jeunes proviseurs, tu veux dire ? Aux jeunes professeurs. Ah oui, d'accord. Le proviseur, il sait ce qu'il fait, t'inquiète pas. Aux jeunes professeurs, on leur dit ça. Ça n'est pas vrai. Vous pouvez exclure des élèves dès lors qu'ils empêchent le fonctionnement du cours. C'est faisable. Je leur dis, je t'assure, ils ont. On l'a toujours fait, dehors. Voilà, machin, dehors. Dehors. Attends. Stylo. Rapport sur le gamin. Timothée a fait ça. On coche les cases. Voulez-vous un rendez-vous avec les parents, etc. Le millième rendez-vous pour lequel les parents ne sont pas venus. Et le CPE qui est la véritable secrétaire des familles qui se moquent, soit qui se moquent de l'avenir des gamins, soit qui les élève comme ça. Ce qui se passe au bout d'un moment, c'est qu'il y a sanction. Normalement, on est censé avoir des mesures disciplinaires. Dès lors que l'enfant commet une violence, quand je parle de violence, ça peut être une violence physique, ça peut aussi être une violence verbale contre le prof. Ça arrive pas souvent. Et dans le hashtag pas de vague, il y en a beaucoup, ça arrivait pas souvent. Tu peux insulter ton prof, tu peux lui menacer. J'ai vu une collègue enceinte dans un lycée pro, t'as un môme qui l'a accroché, qui voulait lui mettre un poing dans la figure, enceinte. Tout ce qu'avait trouvé à dire le principal en question, c'était qu'elle venait fréquemment en retard au lieu de la soutenir. Parce qu'en fait, elle était sur plusieurs établissements. Donc, dans le Nord, tu conduis. J'ai bossé dans le Nord avant d'être en Seine-Saint-Denis. J'ai fait tous les secteurs les plus pauvres. Bon. Mesures disciplinaires, qu'est-ce que c'est ? Le conseil de discipline. Bon. Dans un conseil de discipline, tu as le principal, l'adjoint. Tu as 5 membres du conseil d'administration des profs. C'est un conseil du conseil d'administration, pardon. C'est un conseil qui représente, j'ai dit les profs, qui représente les champs dans l'établissement, dans lesquels tu peux avoir des enseignants, tu peux avoir des surveillants, tu peux avoir plein de gens, et ça, c'est pas plus mal. C'est vaste. Tu as un gestionnaire de l'établissement, tu as 2 représentants d'élèves, des délégués, tu as 3 représentants des parents d'élèves, tu as, on en reparlera des parents d'élèves, et tu as et des témoins qui passent. Personne dans le coin n'a une formation judiciaire ou légale, je sais pas comment on dit, tu vois, sérieuse. Personne n'a de formation à tel point que moi-même, je sais pas comment on doit dire les mots du droit. On fait passer des gens pour témoigner, l'élève doit se défendre. Dans certains cas de figure, il a été reçu par le principal dans son bureau pour l'aider à se défendre contre les méchants profs. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Parce que le principal ne veut pas qu'il soit viré, parce que du coup, il perd des points, sa carrière, voilà. C'est ça, on est dans une situation de diviser pour mieux régner. Dans le cas de figure miraculeux où une sanction est prise, alors attention, il y en a 5. Il y a 1, rappel à l'ordre. Ça va aller. 2, le blâme. Un gosse de 14 ans peut avoir un blâme. Voilà, merci. 3, mesure de responsabilisation. Tu vas nettoyer les couloirs et autres. Ça, je trouve ça bien. C'est bien, mais il faut l'encadrer, le gamin. Ça m'est arrivé.
Ouais, faut l'encadrer, mais du coup, ça se fait jamais. Enfin, exclusion de la salle de classe. Mais sur plusieurs jours. Donc là, ça devient une sanction. Exclusion de l'établissement, jusqu'à 8 jours. Et enfin, exclusion définitive, sachant que l'élève peut faire appel, sachant que l'appel se fait dans l'opacité de l'administration, c'est-à-dire qu'on peut avoir la grâce du principal, littéralement. Pardon ? Mais elle est encadrée, cette grâce. Recours gracieux du principal, Mais encadré. elle est encadrée, cette grâce. Mais le cadre, c'est le principal. Non, mais non, le cadre, c'est l'état de droit. Non. Si à un moment, tu passes à tabac, tu mets un coup de poing dans la tête d'une femme enceinte, qu'elle soit prof, qu'elle soit pas prof, que ce soit dans un lycée, pas dans un lycée, je veux dire, au bout d'un moment, ça relève absolument pas. Encore une fois, le prof, le principal n'est pas juriste. Il n'a pas le droit. Il n'est pas président de la République. Il gracie pas des gens. Il peut. Il peut gracier. Il y a un cas de figure à ce niveau-là qui va l'empêcher de le faire, c'est quand la personne dépose plainte. D'accord. Et les parents, beaucoup de gens déposent plainte aujourd'hui. Il n'y a plus que ça à faire. Je dis pas que je les encourage, mais je comprends qu'ils estiment qu'il n'y ait plus que ça à faire. Donc effectivement, tu vois, on est dans cette situation. Et en plus, alors, ils nous ont rajouté autre chose. Il y a en amont, pour éviter la survenue du conseil de discipline, il y a en amont la commission pédagogique qui a été mise en place. Le nom, déjà. C'est pas mal, hein. C'est Najat, ça, non? Ah, les noms, Pareil. je sais plus. Ça sent vraiment le socialisme, ça. Ça sent les réformateurs pédagogiques qui sont en place d'un ministère à l'autre. Commission pédagogique, on se réunit tous autour du gamin, on est plein parce que c'est plus possible, il fait n'importe quoi, il y a les parents qui sont là, donc ça c'est une bonne chose. Intervention. Ouais, c'est ça. Sauf que dans une bonne majorité des cas, ça fait longtemps qu'on tire la sonnette d'alarme, que les parents font rien, le gamin, il comprend pas ce qui lui arrive, c'est pas bon, j'ai presque de la peine pour lui, presque. Et des fois, je me dis que cette commission pédagogique devrait être remplacée par un rendez-vous avec les parents dans le bureau du principal pour dire, regardez, ça c'est une copie de votre gamin. Ça c'est une copie d'une personne illettrée, est-ce que vous faites la différence, oui ou non? Est-ce que depuis le temps que les instits vous parlent de prendre rendez-vous chez l'orthophoniste, vous l'avez fait du oui ou non? Nous, on a les appels des instits, on a enquêté, parce qu'il faut enquêter quand un gamin se fait exclure. Hein. On transmet pas les Donc, dossiers vous comme ça. soyez juriste et enquêteur. Le CPE, téléphone. Il fait que tout ça. pour 1 500 € par mois. Il fait que ça. C'est un truc de dingue. Donc tu imagines, je pourrais en rajouter, je vais m'arrêter là, mais tout ça pour dire que tu as une complexification qui est exceptionnelle sous fond de pensée politique, de fanatisme. Alors moi j'emploie le terme de fanatisme pour la politique et la religion, je le dis ouvertement. Sur fond de pensée politique, mais qui ferait passer Michel Foucault pour le père spirituel de Mussolini. C'est effroyable. C'est effroyable, quoi. Je suis désolé. Nous, les profs, pour certaines associations, on est quasiment... on est à la droite de la droite, enfin... Attends, il y a des associations qui pensent que le prof moyen français est d'extrême droite. Mais c'est qui ces gens? Non, mais... Je les croise régulièrement. Ah oui, d'accord. Des fois, ils viennent au conseil de mais c'est quoi? C'est qu'à ce moment-là, les cadres sont des antifas. Enfin, je veux dire, c'est plus possible. Tu disais, il y a un truc qui m'a étonné, c'est que tu disais, là, il y a 2 secondes, mais l'enfant comprend même pas ce qui lui arrive. Alors que, excuse-moi, mais tu viens quand même d'exciser ta camarade de classe. Et à un moment, si tu pourrais... Et en fait, ça, on en avait discuté parce qu'on a déjeuné ensemble tout à l'heure. Tu disais, en fait, aujourd'hui, il y a vraiment un certain nombre de repères de l'enfant qu'on sautait. Absolument. Où il ne comprend plus la différence entre un lieu privé et un lieu public, il ne comprend plus les démarcations entre le moment où tu es dans la rue, le moment où tu rentres dans une salle de classe, le moment où tu rentres dans un restaurant, le moment où, en fait, je sais pas comment tu pourrais nommer ça, les conventions, les normes sociales. Oui. Alors, est-ce que déjà c'est à l'école de les donner? Est-ce que ça fait partie de vos missions? Et qu'est-ce que tu pourras nous dire là-dessus? C'est quoi l'enfant qu'on forme? Pas du point de vue scolaire, du point de vue des connaissances, ça on en parlera, mais de l'adaptabilité à notre société. Très bonne réflexion. On prend l'enfant dans un établissement scolaire en chemin. D'où on part? Ce sont pas les enfants de la République, c'était une formulation très malheureuse, ce sont les enfants de leurs parents,
de leur famille, qui parfois font ce qu'ils peuvent, qui la famille a changé beaucoup aussi. On a beaucoup de familles monoparentales, on a des gens qui se lèvent très tôt, qui vont faire les ménages, ça va être très compliqué. Bref, d'où on part exactement et qu'est-ce qu'on peut faire avec? L'enfant, pour reformuler, oui, ce que tu dis, qui est tout à fait juste, l'enfant manque de repères. Manque de repères à un point où la notion de règle, la notion de limite ne lui vient pas. C'est-à-dire qu'il faut sans arrêt lui expliquer mais pourquoi ce qu'il a fait est mal. Des gamins qui vont faire une partie de cartes dans le fond de ma classe, je te laisse imaginer comment je réagis, je vais me mettre en colère bien sûr, mais invariablement, surtout les petits, je vais devoir leur expliquer pourquoi ça ne va pas. Moi, la première fois, ça m'a surpris. J'ai dit, mais est-ce que vous comprenez? Ils me regardaient, les petits, comme de ronds de flanc, et là, faut parler, faut communiquer, là. Faut être, avec un peu de chance, ils vont comprendre. Allez, on va garder ça entre nous. Bon, c'est le début. Mais effectivement, l'apprentissage de la règle n'est pas là. Ça conditionne tout un rapport aux espaces, tout un rapport aux adultes. C'est-à-dire que l'enfant qui rentre dans la cour d'école n'a malheureusement pas quitté la rue. Si les adultes n'ont pas imposé un cadre de règles et donc une liberté à l'intérieur de ces règles, eh bien, il y aura un cadre de toute manière. L'anarchie totale au sens étymologique du terme, ça n'existe pas. Tout le monde le sait. Même les gens qui se réclament, c'est pas du tout mon cas, mais les gens qui se réclament des mouvements dits anarchiques le disent eux-mêmes. Ils ont une certaine forme de régulation. L'enfant dans la cour est soumis en fait à cette structure qui s'établit entre eux et où c'est le plus fort, souvent le plus pervers, qui domine, malheureusement. Il doit se plier à cela, il y a des meneurs, il y a des suiveurs et surtout, il n'y a pas d'intimité pour les enfants. Intimité physique, intimité psychologique. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que ça m'a pas l'air nouveau comme phénomène. Ça veut dire... Enfin, il y a la question de la surcharge aussi des établissements, parce que toi, tu me disais que vous êtes t'étais dans un collège. Il y a 200 élèves en trop. Voilà. En trop, ça veut dire qu'il y a une capacité de... 550. Et vous êtes 750. On est à plus de 750. On ouvre régulièrement. On demande toujours d'ouvrir. Il y a des coups de pression systématiques. Bizarrement, pas dans les autres établissements qui, eux, sont classés REP, ce qu'on appelait les ZEP autrefois. Ah, c'est REP l'éducation maintenant prioritaire. Oui, REP, ça va mieux, n'est-ce pas? C'est plus zone, c'est région. C'est réseau. Ah, c'est un réseau d'éducation. C'est les internets, Greg. C'est réseau d'éducation prioritaire. C'est pas la mode, ouais. Greg. Je sais pas ce que je fiche ici. Mais c'est vrai, je suis désolé, je suis dépassé. Tout apprendre, hein. Toi, t'as pris des heures de colle, hein. Alors. Ah, j'en ai pris, oui, bien sûr. Et effectivement, réseau, et t'as beaucoup de gamins, donc une proximité. Quand je parle d'intégrité, il n'y a pas une serrure sur les toilettes qui soit pas explosée. Moi, il me demandait toujours, monsieur, on va aller à deux aux toilettes tout le temps. Je disais non, c'est pour faire des bêtises dans le couloir. Et à un moment donné, les filles m'ont dit, mais monsieur, elles m'ont expliqué et ça m'a rendu taré. Donc, de toute façon, si tu refais les serrures, elles sont recassées. Festival de main, alors expression de mes élèves, festival de main aux fesses dans les rangs pour sortir. Ah ouais. Oui, alors il y a des violences sexuelles aussi. Les violences sont genrées, qu'on le veuille ou non, et les filles sont aussi violentes que les garçons, faut pas croire. D'accord, faut aussi le dire. Tu as effectivement, c'est des réseaux, des petits réseaux de vol et de recel. Ils imitent ce qui se passe à l'extérieur. On va voler des colliers, des stylos. Il y a un cours du stylo 4 couleurs. Il y a un cours. Il y a un cours du stylo 4 couleurs. Tu as une var, d'accord. Voilà. Donc, je peux te fournir si tu veux. Il y a, c'est ça quoi. Et de passage en passage. De la délinquance embryonnaire, anecdotique. Mimétisme. Mais mimétique, oui. Ce qui est extraordinaire, ce qui est impressionnant, c'est que l'apprentissage par mimétisme a reculé, puisque l'enfant est au centre absolument, mais le mimétisme en termes de future délinquance, lui,
Ça me gêne d'employer le terme de délinquant parce qu'on peut faire beaucoup de bêtises quand on est au collège et devenir un truc très bien. Ça m'embête un peu. Mais en termes de mauvais comportement, on va dire, le mimétisme, celui-là, ça se passe très très bien. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Et le niveau scolaire de ces jeunes-là. Ah, le niveau. Parce qu'il y a toutes ces histoires, il y a toute cette question que tu voulais soulever de la pédagogie. T'as beaucoup critiqué la pédagogie. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que t'entends derrière? Moi, je me souviens du grand débat, à l'époque Bérou, tout ça, de syllabique, de pas syllabique, de méthode d'apprentissage. Mais quand j'entends les termes, de réseau, de machin que t'emploies, j'ai l'impression qu'on est au-delà de ça. De quoi se sont nourries, de votre point de vue, toutes ces politiques scolaires? D'abord des meilleures intentions du monde. Dans la mesure où je pense que l'enfer est pavé de bonnes intentions, et ce qui a préparé la possibilité pour, on va dire, les tenants d'une pensée utilitariste, la possibilité de petit à petit aller vers cette autonomie des établissements, c'était d'abord l'idée d'une autonomie pédagogique portée par certains qui estimaient que la façon dont on enseignait auparavant était trop rigide, ne tenait pas compte de la personnalité des élèves, de leur épanouissement. Et c'est pour ça que je pense que c'est ce qui a préparé les gestionnaires, ce sont les tenants des pédagogies constructivistes. Et la meilleure preuve, vous le disiez de Nicolin, c'est que tout cela était en germe dans la loi d'orientation sur l'école de 1989, celle de Lionel Jospin. C'est-à-dire qu'on avait l'idée que l'élève devait être au centre du système et non plus la transmission du savoir. On avait cette idée qu'il fallait organiser la liberté d'expression au sein des établissements, qui ne devaient plus être des sanctuaires, mais qui devaient être ouverts sur la vie. Tout cela relevait de très très bonnes intentions. Ça a petit à petit détruit d'abord les savoir-faire des enseignants, c'est-à-dire leur connaissance de leur métier, la façon dont ils transmettaient les savoirs. Et ensuite, ça a petit à petit dégradé le système en lui faisant perdre d'abord toute sa raison d'être. C'est-à-dire que les professeurs, les jeunes professeurs qu'on voit aujourd'hui ne savent parfois pas quelle est la justification de leur présence devant les élèves, puisqu'on leur explique depuis des années qu'ils ne sont que des animateurs du groupe classe, comme je l'ai entendu si souvent. Ils ne sont pas des transmetteurs, ils n'ont pas à imposer leur savoir aux élèves. Et du coup, quand on détruit petit à petit ce qui fait le cœur, ce qui fait l'essence de l'école républicaine, après arrivent des gestionnaires qui disent « Oh là là, ça coûte très cher, ça fonctionne très mal, regardez les résultats catastrophiques, il faut libéraliser ». On a parlé de comment les enfants voient le monde des adultes. Mais comment ces adultes qui sont au-dessus de vous, qui vous disent comment bosser, voient l'enfant? Est-ce que ce pédagogisme, c'est tout simplement des mots creux pour des carriéristes qui n'ont aucune vision d'ensemble? Ou est-ce qu'il y a vraiment, on parlait de Foucault tout à l'heure, l'expression de la part de ces gens-là d'une véritable philosophie de la déconstruction, d'un véritable rapport à l'enfant et à comment il doit apprendre? Est-ce que les ministères successifs niquent les 15 ans de travail de l'autre d'avant et que du coup on tourne en boucle? C'est quoi qu'on appelle la pédagogie? C'est quoi que les profs comme toi critiquent quand ils critiquent le pédagogisme? Le pédagogisme, c'est un terme qui est employé, donc il y a beaucoup de choses dont tu as parlé. Je vais parler de la pédagogie, je vais prendre en exemple. Qu'est-ce que c'est? Quelle est sa racine latine? Alors, c'est une racine grecque. Tu veux qu'on la refasse pour que tu dises non, quelle est sa racine grecque? Non, regarde, il est sympa, il fait ça avec ses élèves aussi. T'as eu 0. Tu veux la refaire? On va... La pédagogie. Alors, qui vient du grec. Tu as ago. Bien, tu es cultivé. Mais on l'a vu, on va laisser. Arrête. Pédagogie, ça vient... Et là, ce qu'il vient de vous faire, c'est comment un prof moyen corrige une copie. Non, exactement. Non, c'est ça. Ce que j'aurais fait... Non, parce que là, j'ai voulu te chambrer, parce que t'aimes bien rigoler. Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais dit... C'est pas loin, c'est ancien, c'est latin, il y a pas autre chose. Il m'aurait donné des noms, et je fais grec, oui. J'aime bien faire des ping-pong avec les gamins comme ça, c'est marrant. Et puis ça les éveille, ça les intéresse. Ça vient de 2 racines grecques. La première, c'est pédo, païs, que tu retrouves dans pédo. C'est une autre forme, peu importe, qui veut dire l'enfant. D'accord? Enfant, on parle du jeune âge, ok? Donc, on a ago. Ago, je sais pas, comme dans... Agora. L'agora, synagogue, hypnagogique, hypnos, agogique, ce qui t'amène vers le sommeil. C'est ce qui guide. Le pédagogue, dans l'Antiquité grecque... Celui qui guide les enfants. C'est celui qui guide les enfants.
dans une culture où la classe d'âge et la neutralisation des différences à l'intérieur de cette classe d'âge est importante dans le cadre de l'éducation, on devrait peut-être s'en inspirer. Mais c'est celui qui guide les enfants, c'est pas celui qui leur enseigne, effectivement. Aujourd'hui, la pédagogie, pour faire simple, alors tu as la didactique, qui est la mise en place, grosso modo, des éléments pour faire ton cours, et la pédagogie, c'est cette espèce de relationnel qui est mise en place avec le gamin. On est passé pour la pédagogie d'une période où effectivement, dont Monsieur Brighelli par exemple est nostalgique, il n'a pas complètement tort, où tu as vraiment une autorité du prof qui pose la chose, à une époque où on te parle de demande permanente d'interlocution individuée. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Pardon. Quoi? Mais Non, mais c'est une blague. C'est quoi que ça... Attends, demande. Est-ce que je recommence? Vas-y, demande permanente d'interlocution individuée. Ah, la régie peut participer. Qu'est-ce que Saucisson peut participer? Elle sera peut-être mieux que moi d'ailleurs. Demande permanente. Si vous pouvez m'aider dans les Recherche du commentaires. compromis. Ah, il y a une recherche de quelque chose, ça c'est sûr. Hein. Ça, il y a toujours une recherche de quelque chose. Individué, donc prendre chaque enfant dans sa spécificité. On va partir sur quelque chose. Ah, comme on commence. Pas mal. Pas mal. T'as pensé à te reconvertir? Non, mais ça c'est un pyramide. Hein. Pyramide. Crocodile. Cette banane. phrase a été Camoulox. Cette phrase a été prononcée par un monsieur qui s'appelle Philippe Mérieux, qui est d'origine suisse et qui a énormément influencé les réformes pédagogiques récentes. Française Françaises malheureusement, puisque les Suisses n'en ont pas voulu. Et il nous a sorti, après avoir mis les pieds enfin dans une salle de classe au bout de 20 ans, devant les caméras, hein, faut pas déconner, s'est rendu compte que le prof devait courir à droite à gauche pour un oui, pour un non. Et au lieu de dire que les gamins étaient en demande tout le temps personnelle, il nous a sorti cette formule, demande permanente d'interlocution individuelle. Ça veut dire qu'ils demandent de l'attention. Voilà. La Alors, vache. la pédagogie. Je suis désolé, là, je me suis un peu... C'est simplement pour mettre le contexte. Ah non, pour dire, là, là, je vois très bien. Ouais. Dis-toi que des bouquins de trucs comme ça, il y en a des tonnes. Hein. Je dis... je traduis du latin, du grec, je traduis de l'hébreu, je parle anglais, je parle italien, j'ai récité du Dante, je ne comprends pas un texte de pédagogie. Non, mais attends, vraiment, les profs ont des trucs comme ça. Quand c'est pas à nous de les écrire. Alors là, c'est très drôle. Il y a un site qui s'appelle le Mérieux-tron. Je le dis. Ouais, je mettrai le lien. MEIRIEU tron. Ça te fait des phrases automatiques comme ça, c'est incroyable. Et je te jure qu'on s'y perd. Je te jure que tu pourrais t'amuser pour que les gens comprennent ce qu'on vit. La pédagogie, comment ça se passe? Allez, vif du sujet. Comment se passe un cours? Votre gamin, qu'est-ce qu'il fait en salle de classe? T'arrives, déjà, les élèves se lèvent. Je suis né au début des années 80. Ensuite, la Marseillaise. C'est beau. C'est beau, monsieur Tabibian, mais ça n'existe pas. Alors, ben voyons. Histoire que je sois catalogué tout de suite, bien sûr, parce que je critique la liberté ou je ne sais quoi. Tes élèves, déjà, dans le couloir, ils n'ont pas compris que quand tu rentres, faut rentrer, c'est ça? Voilà, que déjà, tu te tais, et puis tu rentres tranquillement, tu passes le seuil. Il faut un bon moment pour que ça se calme. Il y a même un sondage qui a été fait, je sais plus si c'est Ipsos, un sondage dans les pays de l'OCDE qui demandait aux élèves, c'est pas aux vieux profs réac, hein, il demandait aux élèves s'il y avait du bruit dans leur classe et si le bruit empêchait le commencement du cours. On est le deuxième pays des États de l'OCDE, non, ou le troisième dans lesquels les élèves se plaignent le plus du bruit en début de classe. D'accord. Et je crois qu'il y a que le Brésil qui doit faire pire ou je sais plus quoi, enfin bref. Ton cours, comment il se passe? Ouais. Ton cours, par où commencer? Il faut toujours faire ce qu'on appelle une problématique. Le mot problématique est entièrement vidé de son sens à l'heure actuelle. Hein. Une problématique, c'est soit une bonne dissertation, soit le début d'une thèse qui fait 4 ans.
D'accord. Normalement, c'est ça. Aujourd'hui, tout est problématique. Non, toi, ça te pose un problème. C'est pas la même chose. Donc, on est censé poser une belle question, la mettre en place dans les 5 premières minutes du cours, en collaboration avec les gamins, bien évidemment. Hein. Et l'enfant, si tu veux, est perçu comme un enfant Champollion. C'est ce que j'appelle, moi, l'enfant Champollion. Je te donne un exemple tout simple. Un exemple de cours de grammaire, un autre de littérature. Cours de grammaire. Je veux, à la fin de mon cours, qu'ils aient la conjugaison de l'imparfait, je sais pas, moi, du verbe être, et qu'il ait à apprendre. Oh mon Dieu, à apprendre par cœur, tu te rends compte. Comment tu ferais, toi? Tu leur dis, pour la semaine prochaine, il y a une dictée, il faut connaître ça. Tu leur dis, faut connaître ça. Ça, tu leur donnes comment? Tu leur apprends. Tu leur dis, voilà, tu prends ton Becherel, tu regardes le verbe être, et puis tu regardes, et puis t'apprends. Alors déjà, le mot Becherel est en trop dans ta phrase. Pourquoi? Ça existe encore, le Becherel? Il paraît, ouais. J'en ai un chez moi, mais eux, je pense pas. Au CDI, il y en a un, certainement. Et ça doit être le bouquin le plus propre du CDI, je pense. Il y a le Bled qui est excellent. Hein, le Bled, on n'en parle pas assez, il est excellentissime. Tous les parents qui cherchent des exercices, vous regardez dans le Bled, il y a tout. Comment ça se passe? Mais non, bien sûr que non, puisque l'enfant doit construire son savoir. Hein? Il doit même établir ses propres outils pour pouvoir construire leur savoir. Tout ça, c'est dans les trucs de pédagogie qu'on vous envoie. Voilà. Établir, construire ses outils pour établir son savoir. C'est ça. Il construit sa règle, sa calculette, son compas. C'est l'idée, ces outils intellectuels. Si vous voyez le mot outil qui est très présent dans la bouche de certains énergumènes à la radio, à la télé ou ailleurs, il y a une arnaque. C'est vraiment un signal. Je vous le dis tout de suite. Les gens capables d'établir leurs outils, normalement, ça se fait en thèse ou en recherche. Quand tu es au stade supérieur où tu comprends ce qu'est une grille de lecture et comment on peut la modifier. Comment ça se passe? Tu vas leur filer un texte avec des verbes qui sont au temps passé, une narration quelconque. Donc, il faut que ça rentre bien dans la séquence de cours que tu es en train de faire, dans le chapitre si tu préfères. Il faut que ce soit un chapitre qui te raconte, je sais pas, le roman d'aventure, c'est en 5e, sur Moby Dick, sur ce que tu veux. On regarde le texte, et puis tu vas les amener à s'interroger. Quand est-ce que l'histoire se passe? Ils se posent des questions, donc on va relever dans le texte quand l'histoire se passe, quels sont les mots. Ça me paraît pas délirant comme approche. Pour le moment, ça va. On va repérer les mots, et puis, parmi ces mots, est-ce qu'il y en a qui sont particuliers? Est-ce qu'on va les trier? Pas bête. On va trier les verbes, on va essayer de voir les différences, on va essayer de constituer au bout d'un moment un tableau. Tout ça sur le papier. Tu te dis, mais c'est bien. Oui, je vois pas... Tu te dis, c'est bien. Je t'ai dit que j'enseignais dans une classe du 93, dans un des établissements les moins faciles, où les gamins ont le moins de cadres qui puissent exister en Île-de-France. Je te l'ai déjà dit. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Tu crois que ça se passe comment? Est-ce que ça se passerait différemment si la méthode était différente? Oui. Oh oui. Ce qui se passe dans la réalité, c'est que les gamins sont tellement en perdition. Ça se passe bien avec des enfants qui sont très structurés. Les enfants du mec qui a pondu la note pédagogique, par C'est exemple. ça. Et qui a Louis le Grand. C'est ça, et qui ne suivent pas ces méthodes. Vous êtes parisien, vous avez un bon job, vous avez vos enfants qui sont visiblement plutôt... Bon, vous en avez parlé, hein, donc c'est pour ça aussi que je me permets de le dire. Qu'est-ce qui fait que vous vous dites, je vais mettre mes enfants dans une école privée, sous contrat, l'école alsacienne. Pourquoi vous faites ça? Ça, c'était pour des raisons privées qui n'ont pas grand-chose à voir avec le niveau des enfants, et donc je ne vais pas parler de ma vie privée. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Des enfants qui sont très structurés, des enfants qui ont pas un adulte pour 24 gamins. Tu crois que dans les écoles des nouvelles pédagogies, t'as un adulte pour 24, il y a un adulte pour 8. D'accord? Ça coûte 4000 balles à l'année. J'aime beaucoup Montessori. Montessori, c'est pas ce qu'on fait là. Hein.
C'est pas du tout la même chose. Ils ont pompé, en fait, la rhétorique. Ils ont pompé Montessori, Fresnel et les autres pédagogies qui, en fait, sont anciennes. Ils en ont fait une Mais rhétorique. ils ont oublié que ça marche en petit comité. Voilà, que ça marche en petit comité, qu'il faut former les gens et surtout, ils savent pas comment ça marche. Je vais être très honnête, ils ne savent pas comment ça marche et ce sont des choses qui sont faites au départ pour les pauvres, contrairement à ce qu'on croit. Donc, en fait, toi, quand tu essayes de mettre ça en classe, en réalité, les enfants n'arrivent pas du tout à suivre. Ils ont une capacité de concentration de quelques minutes. C'est un bazar absolument permanent. À la fin du cours, t'as celui qui ne sait pas parce que il faut les aiguiller sans leur dire, donc les gamins ne savent pas où ils doivent aller. Celui qui sait déjà s'ennuie comme un rat mort. Soit il devient... il empêche le cours, je vais tâcher de rester dans les limites de la politesse, et vraiment, il devient très excité, très agité. Soit il déprime. Vraiment. Il y a un absentéisme des élèves qui ne se sentent pas bien à l'école et qui sont des bosseurs. J'ai une très bonne anecdote là-dessus, d'ailleurs, de la part d'un inspecteur. Soit ils sont paumés, parce qu'ils n'ont aucun cadre, parce qu'à la base, chercher le verbe, ils savent même pas ce que ça veut dire, quoi, tu vois. Et on est censé leur avoir appris en amont, si bien qu'on reprend le CP. Et à la fin du cours, le gamin est complètement perdu. Ce qui est écrit sur le cahier, c'est pas une conclusion, c'est pas un cours, c'est une trace écrite qu'on est censé élaborer ensemble. Une trace écrite ? Une trace écrite, autant te dire que si c'est une copie, c'est une trace écrite. C'est une trace écrite, c'est comme ça qu'on dit. C'est comme les vestiges. C'est un vestige auquel les parents ne comprennent rien. Ils ne peuvent pas comprendre. Je suis désolé pour eux, je me sens mal à l'aise à chaque fois. Que les élèves sont incapables de leur réexpliquer, parce qu'ils étaient complètement à l'ouest pendant le cours, et que cette méthode, dans les faits, ne marche pas, qu'elle accroît au contraire les inégalités. T'as toujours connu cette méthode, toi ? Moi, depuis que j'enseigne, c'est ce qu'on préconise. Ça fait une bonne quinzaine d'années que vraiment, au niveau du choix, on n'y est plus. On n'y est plus du tout. Prenons un exemple plus parlant. Devant un texte de littérature, pour comprendre ce qu'il y a dans un texte, les thématiques abordées, on n'est pas là pour faire d'élèves de 5e des futurs agrégés. Et j'entends tout à fait qu'il est nécessaire de les intéresser au texte, heureusement. Moi, je leur lis, j'adore leur lire, ils adorent quand je préfère qu'on n'ait pas appris grand-chose et de les avoir au moins fait rêver en lisant, tu vois, au moins quelque chose. Il n'y a pas de souci avec ça. Sauf que qu'est-ce qu'on nous demande de faire ? On nous demande, comme première question, de demander à l'élève son ressenti. Tout part du ressenti. Pourquoi pas ? Est-ce que vous avez aimé, pas aimé ce texte ? Mais là, ça prend des proportions qui sont aberrantes, quoi. C'est-à-dire que le gamin est mis complètement au centre de l'enseignement. C'est lui qui fait tout pareil. Qu'est-ce que tu en penses ? Comment vous le ressentez ? Écrivons comment vous le ressentez. Mais à la fin, on n'a rien appris sur les thématiques, en fait, qui sont abordées dans le texte. On n'a rien appris sur le message qui est véhiculé, message qui peut donner lieu à effectivement à des émotions beaucoup plus intéressantes. Et on essaie de nous faire croire qu'à partir de là, on va pouvoir faire des élèves, on va pouvoir former des jeunes qui seront capables d'empathie. Mais c'est pas ça l'empathie. C'est pas être tout puissant devant un texte et pouvoir dire j'ai détesté sur ma copie. Oh, c'est très bien, tu as dit les raisons pour lesquelles tu n'avais pas aimé. Tu as réussi à t'exprimer en écrivant 3 phrases. C'est pas comme ça. Enfin, l'empathie, ça c'est un truc qui me fout les boules. C'est le principal problème de l'enseignement et de l'école, c'est que tout ce qui relève du processus empathique est inhibé et détruit. Mais vraiment, l'empathie, c'est pas uniquement des émotions. L'empathie, c'est être, moi comme je le dis aux élèves, je leur explique au premier cours de l'année, c'est être en phase et en face de l'autre. En phase émotivement, tu ressens des choses, mais aussi en face, c'est-à-dire que tu dois avoir un recul, un certain recul sur tes émotions et sur l'autre. On n'est pas dans le narcissisme quand on est empathique. Et on fait une tresse comme ça avec ces 2 éléments d'émotion. C'est compliqué l'empathie. Il faut l'apprendre, il faut l'enseigner, et on fait une tresse à 2 de l'aspect de réflexion et de l'aspect d'émotion. Et les gamins, on gonfle leur narcissisme à fond. Tu rajoutes à ça... L'enfant roi, quoi. L'enfant roi, il construit son savoir, il construit tout, il lui arrive rien s'il se passe de mauvaises choses. Tu as remarqué que depuis le début, je n'ai pas évoqué la question des victimes.
il se débrouille, pour rester poli. S'il y a prise en charge dans un établissement de ces cas de figure, c'est parce que certains professeurs le veulent bien. J'en ai fait partie, quand j'étais pas encore en arrêt maladie. Des autres professeurs, de là où je suis, j'ai dit que je parlerais pas des collègues, mais ça je peux le dire, qui faisaient ça, ils partent ou ils sont partis. Ils n'en peuvent plus. Tu vois, tu travailles dans le vide. C'est-à-dire qu'il y a une extinction des rapports humains. Tout le monde parle d'humanisme. Je vais pas refaire l'histoire de l'humanisme, mais c'est encore un mot qu'on emploie n'importe comment. Et j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Les pédagogistes dessus, tout est un humanisme maintenant. Merci Jean-Paul Sartre. La métaphysique à partir de mes fesses, hein, c'est le sous-titre de L'être et le néant, je crois. C'est vraiment... Et ces types-là qui produisent, et j'ai pas répondu à ta question, est-ce qu'ils sont bien sérieux, ces gens-là qui produisent ces réformes pédagogiques ? Il y en a qui savent ce qu'ils font, il y en a qui sont réellement bêtes. Ils ont produit une nouvelle, leur petite bourgeoisie, je crois. En France, c'est comme ça que ça marche. Je suis mauvais en politique. Mais j'ai l'impression que si tu veux t'en sortir, surtout après des lettres, parce que tu sors de l'école normale supérieure en mathématiques. Mais normalement, tu as 8 ans. Hein. Quand tu as fait une grande école, tu dois 8 ans de fonctionnariat. Hein. Sauf si tu les rachètes. Mais tu fais une bonne thèse, t'es normalien, mathématicien. Coup de téléphone d'une entreprise, on apprécie ce que vous faites, on vous rachète vos années, vous venez chez nous. Le type, il fait une belle carrière. Il a des connaissances. Tu sors sur une thèse de l'étude... l'étude des genres dans les recettes de cuisine sicilienne au 1er siècle avant notre ère, ou je sais pas quoi. Tu intéresses qui ? Il n'y a plus de place au parti, hein. Bah, bienvenue dans l'éducation nationale. Il y a plus de place en faculté. On ferme. Et ils sont pas contents qu'on ferme. Mais les gars, vous avez bossé pour que tout ça existe, hein, j'ai envie de leur dire. Les chefs de guerre, quand ils ont moyen de pas payer leurs chiens de guerre, ils les piquent. C'est ce qui se passe. Donc oui, bienvenue dans l'éducation, comme tu dis. Ou sinon, bah, t'as un minimum de réseau et puis tu crées un nouveau truc, tu crées une nouvelle pédagogie, t'as un nouveau truc qui est pondu tous les 4 matins. Je pourrais en parler sur l'aspect économique de la fameuse hétérogénéité, j'en parlerai peut-être plus tard. Ouais, j'en parlerai tout à l'heure, mais au stade où j'en suis, je m'étais dit que j'allais pas y aller à fond, mais je pense que c'est... Je suis grillé là, hein, on est... je suis près du soleil, entre Mercure et je suis près de Proxima du Centaure, je sais pas ce qu'il y a plus loin. Non, mais t'inquiète parce que tu te mets sur Internet bientôt. Je suis déjà dessus. Ouais, bah, on va te mettre une bonne base d'abo et on va t'aider à ta transition professionnelle. Quand tu fais ton année de stage... Le 3e, là ? Alors, je parle de stage pour devenir professeur. Ah, ok. Que je considère comme un véritable bizutage. Je suis désolé, t'es parachuté à droite à gauche. À la fin de l'année, tu as une visite d'un inspecteur. Mmh. Alors ça se dit IAIPR. Inspection académique, inspecteur du professorat régional. Je crois. Ok. Oui, fais ça. Fais comme les élèves. Il m'interrogera pas. Exactement. C'est mieux que ça. Faites gaffe, faites pas ça. Il me dit comment, c'est le conseil que je donne à tous les nouveaux, il me demande de faire un point sur la classe que j'ai. Il se trouve que on m'a balancé parmi ce qu'il y a de pire dans le collège, je vais pas rentrer dans le détail, mais ça a été bien fait exprès par le principal de l'année d'avant qui s'est barré. Heureusement que la nouvelle principale était là pour me filer un bon coup de main. Moi, comme un idiot, je lui dis ce qui va pas. Il ne faut jamais faire ça. Je lui parle des difficultés avec les élèves. Et je lui dis que le peu d'élèves qui forment ce qu'on appelle la tête de classe, je ne préfère pas les bons élèves aux autres, je le dis d'avance.
j'apprécie tous les gamins. Et c'est vrai que t'en as qui s'ennuient un peu, qui ont envie de bosser quand même, quoi. Faut peut-être penser à eux. Et je lui dis, ils viennent plus. Parce qu'ils sont déprimés. Parce que c'est un sport de détruire le cours et c'est une violence, c'est la première violence. La maléducation, provoquer la maléducation. Et tu sais ce qu'il me répond ? Non. Il me dit, mais vous savez, les bons élèves n'ont pas besoin de professeurs. Sérieusement ? Inspecteur d'académie, auteur de manuels. Je vais rester dans les limites de... Je vais pas dire ce que je voudrais... Peut-être les bons élèves riches qui ont des profs particuliers, mais pas les autres. C'est plus qu'effarant. C'est-à-dire qu'il y a un abandon. Quand je te parle d'absence empathique, il y a un abandon. Il y a un abandon complet pour... Parlons méritocratie à 2 niveaux. Parlons méritocratie en termes de savoir-vivre et puis de notation. Oui, parce qu'à un moment, ces élèves à qui on a dit l'important c'est ton ressenti, l'important c'est de dire ce que tu penses, de construire ton savoir, il y a quand même un moment où il y a un coup près qui tombe, une deadline qui s'appelle le baccalauréat et le brevet des collèges. Donc à un moment, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Alors, je vais revenir au baccalauréat. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut un minimum de méritocratie si tu veux affronter des échéances qui sont les mêmes pour tout le monde. Elle est à la fois porteuse et structurante. Et normalement, elle est diverse. C'est-à-dire qu'elle t'amène vers tel ou tel objectif. T'es pas un meilleur humain à être boulanger ou à être avocat ou ceci. Tu vas vers ce qu'il y a de mieux. Au niveau comportement, comment ça se passe ? Il faut adopter tous les traits relatifs à la manipulation et au narcissisme pour s'en sortir quand on est élève. C'est là que tu t'en sors le mieux. Faut pas être honnête. Je suis désolé, c'est ce que je vois. Un gamin qui sait y faire, un gamin qui sait manipuler les autres et qui prend ses habitudes extrêmement mauvaises, celui-là va s'en sortir, qui sait porter un masque en conseil de discipline, qui a parfaitement intégré les éléments de type accusé, l'inversion accusatoire, très fort. Tout le monde maintenant, les profs, il y en a plein qui se plaignent d'être accusés d'être racistes. Évidemment les gars, vous croyez quoi ? T'as ça, ça on en reparlera sur les fanatismes, donc ça c'est le premier point en termes de comportement. Le comportement c'est censé compter beaucoup. Deuxième point, la notation. Notation, c'est abscon comme terme, enfin vous sortez du bouquin monsieur, vous sortez de l'Exode dans le désert, enfin qu'est-ce qui se passe ? Il y aura bientôt des serpents dans la salle de classe pour punir les élèves. Non, on a des couleurs. Ah oui, maintenant, il n'y a plus de notes, c'est des couleurs, c'est ça ? C'est ça. Vert, bleu, jaune, rouge... Alors, j'ai fait une vanne une fois en conseil pédagogique parce qu'on a la réunionnite aiguë. Moi, je propose, parce que comme personne ne comprend les couleurs et on se repose la question, comment faire comprendre les couleurs aux gens ? J'ai dit une fois, on pourrait, pour les daltoniens, c'est compliqué, et puis les gens qui ont du mal, je propose qu'on prenne 20 couleurs et qu'on les remplace toutes par un numéro. Et on m'a plus jamais redemandé mon avis, tu vois. Je sais très bien faire ça. Je sais très bien ne plus jamais être embêté par ces gens. Les couleurs, tu as 4 couleurs. Tu vois, je fais ça comme si... Rouge. Ouh, c'est ça ? Bien. Jaune. Voilà. Vert. Hey. Vert plus, vert foncé même. Ah. Expert. Ouf. Oh oui, oulala. Alors, comme disent les Français, oulala, rendez-vous. Je suis en train de péter un câble, vous voyez ce que ça fait ? Faites prof, ouais. Donc, en fait, on note les élèves sur quoi déjà ? On les note sur des compétences. Quand même, des acquis, des savoirs. Des acquis. Et alors là, je vais me faire des amis et pas des amis. La pensée en termes de compétences est loin d'être idiote. Honnêtement, je le dis, le rapport à la manière dont tu notes, dont tu évalues le gamin, on va parler d'évaluation plutôt, c'est pas bête du tout. Tu vas faire une dictée, tu vas les évaluer spécifiquement sur les verbes. Voilà. Tu vas pas les évaluer sur des mots qu'ils n'ont jamais vus. C'est idiot. Il y a des choses qui sont bonnes comme ça. Tu vois, compétences, tu vas pouvoir dissocier sur une copie. Je leur demande de faire ce qu'on appelle une écriture d'invention, c'est-à-dire inventer une histoire.
Et je vais dire, voilà, il va y avoir une compétence sur votre capacité à écrire une narration. Donc, pour écrire une narration, il faut mettre des verbes au passé, il faut utiliser la troisième personne, il fit ceci, il fit cela, etc. Il y aura une compétence où vous reprendrez aussi les codes de ce qu'on a vu, le roman d'aventure. C'est intéressant de penser en compétences. Le problème, c'est qu'en termes d'évaluation, on nous a compliqué ça, mais à un degré. Mais pourtant, il y a 4 couleurs. Justement, il y a que 4 couleurs. Subdiviser en gros blocs, c'est très compliqué. Comment tu fais pour subdiviser en 4 couleurs? Je sais pas, moi. Notre conjugaison de l'imparfait, c'est compliqué. Il y a énormément de cas de figure où c'est difficile. Rouge, non maîtrisé. Il sait, celui qui a écrit SAIT, il est vert plus. Celui qui a écrit SAIS, il est vert clair. Celui qui a écrit SAI, il est jaune. Et celui qui a écrit CES, bon, il a. C'est quoi en dessous en dernier? C'est rouge, c'est ça. Voilà. Alors rouge, non maîtrisé, jaune, fragile, vert maîtrisé pour faire simple. C'est vrai que sur des fautes d'orthographe, c'est compliqué d'appliquer un barème comme ça. Ouais. Attends. Et le jaune fragile, on l'a remplacé par en cours de maîtrise. Je sais plus. En cours de maîtrise. Maintenant, si t'as un élève. Ah oui, ça change tout. Qui n'a rien écrit. Il a oublié le H, mais il est en train de maîtriser. Non, un élève qui a rien écrit du tout, tu mets quoi? 0. Enfin, tu mets... Rouge, ouais. Rouge, j'ai rien. Ouais. Un élève qui a écrit, mais c'est la première chose. Faute, qui a essayé. Tu sais qu'il a essayé, hein. Je suppose que dans le système actuel, je mettrais jaune. Moi, je saurais pas quoi te dire. Et tu sais pourquoi on a 4 couleurs et en école primaire, ils en ont 3? Ils se sont rendus compte, ils adorent se monter la tête, ces gens-là qui s'ennuient énormément, ils adorent surintellectualiser les choses. Courbe de Gauss, ça pose un problème, la courbe de Gauss, parce que t'as un gros ventre, il faut la casser. T'avais plein de gens qui avaient la couleur du milieu, on va mettre 4 couleurs, ça va casser la courbe de Gauss. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, dans une salle de classe, on a 3-4 qui sont tout en haut, t'as un creux, et puis t'en as plein qui sont derrière. Ça, c'est fini. Niveau méritocratie, je te laisse imaginer ce que ça donne, sachant que, à la fin du cycle, ils nous ont dit on va faire des cycles. Pour le brevet, par exemple, tu es compté sur contrôle continu à partir de la 5e. D'accord? Okay. Le contrôle continu compte pour un pourcentage de la note, je sais plus si c'est 40 ou je me rappelle plus, 50 je pense. Sauf que, qu'est-ce qui se passe de temps en temps? Ça, je l'ai vécu. Et pourtant, c'était une principale que j'aimais beaucoup, mais je pense qu'elle devait faire ce qu'elle avait à faire et je ne saurais pas ce que j'aurais fait à sa place. Donc, je dis, voilà. Qu'est-ce qui se passe? On est réunis autour de la table. On montre les notes des gamins qu'on a mis sur un logiciel qui coûte la peau des fesses à l'éducation nationale au lieu d'embaucher des gens pour faire notre logiciel. Et il faut faire des moyennes des couleurs. Quoi? Est-ce que vous devez toujours faire des moyennes, mais vu qu'ils ont mis des couleurs, il faut quand même faire des moyennes? Des moyennes de couleurs. Des moyennes de couleurs? Je suis pas prof d'art plastique, je suis très mauvais. Ah si, moi j'ai 20 000 Warhammer en bas dans la cave. Si le mec il est mi-rouge, mi-jaune, bah il est orange. Mais non. Alors en plus pour un type comme moi qui alors il paraît que les gens qui ont les yeux bleus sont comme ça, je pense que c'est de la superstition, mais les noms, je ne sais à peine mettre des noms aux couleurs si tu veux. Bon, j'ai retenu quand même vert, jaune et tout. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu as la barre en fait qui s'affiche comme un graphique parce que ces couleurs sont redistribuées en groupes de compétences, chaque groupe de compétences appartenant à un domaine de compétences qui peut être noté dans diverses matières. Et donc, tu as une barre avec est-ce qu'il a eu beaucoup de rouge, est-ce qu'il a eu du jaune, est-ce qu'il a eu du vert, etc. Il faut qu'on fasse à l'œil. Et qu'est-ce qui se passe, bien évidemment, à l'œil? On va vers le haut. J'ai eu des gamins qui n'avaient rien fichu de tout le collège, qui étaient mis au même niveau que des mômes qui avaient bossé, qui s'étaient arrachés, et qui n'étaient pas forcément excellents, mais qui avaient fait l'effort. Ouais. Donc la célébration de l'effort, c'est fini. Pareil pour sur les bulletins, tu vois, la mémoire, avec la fatigue, j'ai des trous de mémoire. C'est pas grave. Les commentaires sur les bulletins, le terme me reviendra. Il faut être gentil, etc. Il y a malheureusement des
collègues qui jouent un peu dans le jeu, qui là aussi, je vais pas me faire que des amis, mais en classe de 3e, t'as certains collègues, c'est rare, mais qui viennent te voir en disant « Ah, c'est les miens, c'est ma classe, sois sympa avec eux, etc. » Je fais « Tu rigoles ou quoi ? Ton môme m'a détruit mon cours de latin, mon cours de français, mon cours d'histoire, mon cours de ce que tu veux d'un bout à la fin de l'année. Je vais mettre qu'il est sympa au même titre que les autres. » Il n'y a plus aucune différenciation. Enfin si, il y en a une. Il y en a une. Toi, tu viens d'un collège de Stein. Toi, tu viens d'un collège de province. Tu remarqueras que les collèges et établissements de province, tout le monde s'en fout dans les médias. Je le dis, j'ai grandi dans les Deux-Sèvres, ça me tient un peu à cœur. Mais alors, par contre, si tu viens d'un établissement de Paris ou autre, là, c'est bon, t'as la pastille. T'es un génie d'un établissement sans histoire même, tu vaudras moins qu'un âne batté d'Henri IV. C'est la vérité. Ouais. D'accord ? La méritocratie, il n'y a pas. Pareil pour les profs. C'est la même chose pour les profs. Tout le monde pense, question que tout le monde se demande là, à laquelle je vais répondre, mais qui est envoyé dans les endroits les plus difficiles ? Quelles sont les réponses qui sont apportées à ça d'habitude ? Tu me corriges parce que toi, t'es plus à l'écoute de ce qui est médiatique. Moi, comme je t'ai dit, la télé, je l'ai plus depuis longtemps. Enfin bon, même la radio, j'écoute plus, j'en peux plus, c'est trop anxiogène. On a un système de points qui est hyper contraignant. Tu gagnes un certain nombre de points. Au fur et à mesure, c'est pas des couleurs. Oh. Non, c'est pas des couleurs. Nous, on a des points, on est noté sur... Tu fais 20 points par an dans un collège, t'as un bonus de 50 points au bout de 4 ans. Pour aller à Henri IV, il faut 1002, 1005, je pense. Ah oui, d'accord. Déjà, faut rentrer dans l'académie. En lettres classiques, c'est 600 points. Donc, bon. Ah ouais. Tant mieux pour ceux qui y sont. Je sais pas si j'aurais les capacités d'enseigner là. Ça se trouve pas du tout. Ça se trouve, ce serait pas bon pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de magouilles. La première magouille, elle est généralisée, c'est le Pax. Tu te paxes avec quelqu'un qui vit dans une autre académie. Ouais. Tu gagnes un nombre de points hallucinant. C'est débile. Au bout de 4 ans, tu fais, je crois que c'est 600 points. Oh, il doit y avoir un business avec ça. Il y a tout un business, il y a et c'est un tableau immense. Alors là, tu disais, je vais pas me faire que des copains. Non, je vais pas me faire que des copains. Je suis désolé, les gars, qui faites ça. Ne dites pas que vous êtes solidaires avec les gens comme moi qui sont à votre place, en fait. Voilà. Dans le 93. Je vais aussi soulager beaucoup de monde en disant ça. C'est une arnaque généralisée. C'est incroyable, ce truc. D'un autre côté, moi, quand des jeunes m'appellent, il y a une étudiante qui a pris contact avec moi sur ma chaîne. Je lui ai donné un peu de latin. Je lui ai dit, écoute, tu sais quoi ? Si tu peux faire un Pax, ma grande, fais-en un, parce que toi, tu pourras pas. Donc même moi, je leur conseille. Mais j'ai un collègue qui avait, alors pour le coup, c'est subjectif, c'est un témoignage, qui est prof de sport. Il voulait partir à Bordeaux. J'ai une collègue, ça fait plus de 10 ans qu'elle est là, il a toujours pas la mutation. J'ai un collègue prof de sport qui ne l'a pas eu, il a fini par se renseigner chez les autres qui l'ont eu, et sur les 7 mutations de Créteil, l'académie de Créteil vers Bordeaux, il y en avait 6 qui avaient un Pax. Le mérite n'existe pas, c'est mort. C'est mort. Putain, y a tout... Le mérite pour tes actions dans l'établissement, parce que tu leur fais faire des sorties, parce que tu rentres dans la pédagogie de projet, ça c'est encore un truc nouveau, tu leur fais faire un boulot pour aller je sais pas où, pour aller visiter à la fin, pour le concrétiser, c'est pas bête, mais bon, c'est encore un truc qui fait perdre du temps souvent. Avant, tu avais des avancements à partir de là. Celui-là, il est efficace, il bosse et tout, on va lui faire gravir les échelons plus avant. C'est fini. Il n'y a plus un copec. En fait, c'est copinage. Les inspecteurs le disent, on peut pas vous le donner. Je voudrais, mais je peux pas. Il peut pas. Il voudrait, mais il peut pas. Copinage, ouais. Copinage. Alors. Et magouille, parce que ça doit se négocier avec de la thune aussi, tout ça. Ça se négocie aussi par le réseau des grandes écoles. Alors, il faut pas croire que tous les gens de grandes écoles ont ce qu'ils veulent. Il y en a beaucoup qui sont surpris de sortant de l'école normale supérieure
J'explique pour les gens, hein, l'école normale supérieure est une grande école française. Il faut avoir un baccalauréat, puis rentrer dans une classe préparatoire qui est sélective, puis après une grande sélection, on rentre dans ce qu'on appelle l'école normale supérieure où, comme disait Jean d'Ormesson, c'est un endroit où il est très difficile d'entrer pour ne rien y faire finalement une fois sur place. Et ce qui est pas vrai en fait, ils ont tout, voilà, ils dénaturent un peu. Tu peux ne rien y faire. Si c'est un bon mot. C'est un bon mot. En fait, si t'es vraiment passionné à fond dans ce que tu fais, tu vas t'occuper. Ne t'inquiète pas. T'as un très bon cadre en tout cas. Et c'est peut-être le problème. Il y a un trop bon cadre. Ils sont trop hors du monde. Mais enfin bon. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais il y a des gens effectivement. Salut Sciences Po si vous nous regardez, qui se font offrir des places en plein Paris, comme ça. Je sais pas, c'est bizarre, enfin, des événements hors de la matrice, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, je ne sais pas, je me pose des questions, je me pose trop de questions certainement. Non, tu donnes surtout des réponses aux gens qui nous écoutent. Mais il y a un moment où il faudra bien que ces élèves y passent le bac. Et là, je dis une connerie en disant que c'est toujours une note sur 20 au bac. Alors, le baccalauréat a été... C'est une note sur 20 maintenant, quand même encore. Oui, c'est noté, c'est pas en couleur, si c'est ce que donc ils vont découvrir très tard, en fait, le principe de notation de leur examen. Très bien, c'est très con. J'ai de le faire, ça, très bien. Surtout au collège. C'est débile. Au collège. Parce que cette connerie de couleur, ça s'arrête quand ? Cette ânerie généralisée, alors ça dépend, il y a des collèges qui ne l'ont pas adopté, il y en a qui ont adopté les deux, c'est un enfer, tu passes des temps à corriger, à mettre les notes, il y en a qui ont adopté de ça. Je félicite les collègues de mon établissement actuel qui prennent soin en classe de 3e de les préparer en leur mettant au moins des notes indicatives, en les poussant pour leur faire comprendre que c'est compliqué. Les notes, ce qui est changé en fait, c'est les notes du contrôle continu dans la petite sauterie dont je t'ai parlé, où on est tous là, où on montre les notes du gamin pour faire ensemble la fameuse moyenne, ça finit en vert plus pour tout le monde. Mais ça, c'est pas les notes qui sont truquées, c'est une perception qui crée ça naturellement. Tu as cette bienveillance. Tu me dis qu'aujourd'hui, les établissements scolaires bidonnent les notes. Des établissements scolaires difficiles pour masquer les trous dans le bateau. Tu peux enlever difficile. D'accord. Je dis qu'aujourd'hui, il y a des séances dans lesquelles les enseignants sont réunis autour de la table, s'exclament toutes les 2 minutes en disant que c'est inadmissible d'augmenter les résultats, ce n'est pas une moyenne, c'est une mascarade ce qu'on fait, mais que, in fine, eh bien, ça se fait devant nos yeux. L'augmentation des notes, elle se fait au moment des épreuves écrites, d'accord ? C'est-à-dire que toi, tu viens corriger, et puis tu les corriges, et puis les notes sont artificiellement augmentées mathématiquement, d'accord ? Donc, c'est-à-dire que administrativement, t'as quelqu'un qui rentre les notes par copie, eh ben t'appuies sur +2, +4. Ah oui, d'accord, c'est ça. C'est un trucage. Oui. C'est comme Bruno Le Maire avec ses comptes, quoi. Ok, d'accord. Mais c'est dans quelle proportion c'est augmenté ? On transforme pas des 8 en 14, enfin... Alors, en dessous de 8, je sais pas si ça existe. Ouais, mais on met la moyenne à des 9, quoi. Plus ah ouais. Réussite au bac, tu connais les statistiques ? Non. 95%. 95, tout va bien. Réussite au brevet ? Ouais. 90%. Tu as plus de chances de réussir ton baccalauréat que ton brevet si on prend en considération la cohorte dans laquelle tu te trouves. C'est un peu inquiétant. Les gens s'inquiètent pour les réformes du bac et compagnie. Ça a été très difficile pour les collègues, là. La réforme du lycée, ils ont dû refaire en plus tous les emplois du temps. Enfin, tous les programmes en même temps, ça a été un enfer. Mais il y a plus de baccalauréat. On le donne, vraiment. Parce que moi, quand je vois les sujets qui tombent, par exemple, tous les ans au bac de philo, je parle pas de la copie, je parle du sujet, de la difficulté du sujet. Du point de vue de la difficulté du sujet, j'ai pas vu une baisse d'exigence. Je trouve que les questions qui sont posées sont à peu près aussi complexes que celles qui nous étaient posées. J'ai pas regardé les copies de maths, mais j'ai pas l'impression qu'on te demande de +2 en terminale non plus. Ça, je saurais pas dire. J'avais fait bac maths, spé maths, je me souviens. Bon, oui, c'était important. Je te donne un exemple. Ouais.
On va prendre une dissertation, je sais pas quel thème, le programme de terminale, moi je suis au collège, donc les programmes de lycée, je ne les connais pas particulièrement, mais on va te demander de faire une dissertation, je sais pas moi, sur Rousseau, qu'importe le sujet, on s'en moque, qui aura toutes les complexités de la problématique, qu'il faut analyser, etc. Ça vaut 0. La copie que tu as devant les yeux, ça vaut 0, tu as de longs tunnels, tu n'as même pas de ponctuation, et les copies de brevet n'ont même pas de ponctuation, enfin c'est un désastre absolu, mais il a quand même exprimé certaines idées. Il sait que c'est pas Sandrine et que c'est Jean-Jacques. Voilà. Il a compris ça. Il sait que c'est pas Brigitte, ouais. Il sait ne pas trop faire de fautes d'orthographe au niveau... je vais pas dire grammatical, au niveau lexical, etc. On reviendra dessus. Voilà. En phonétique, ça se comprend, voilà. Ouais, c'est de la phonétique, quasiment. Merci la méthode globale. Méthode globale qui consiste en 20 secondes à montrer pour l'apprentissage de l'écriture. Toi, t'as appris babi, bobu, méthode syllabaire, syllabe. La méthode globale consiste à prendre des images avec écrit, je ne sais pas, tomate dessus, et en dessous, il y a écrit le mot tomate. Ils doivent globalement donc reconnaître la chose et on fait passer les cartes vite. Sauf que résultat des courses, dès qu'ils sont sur un nouveau mot, ils ne savent plus le lire, ils butent 3 fois par ligne. Vous voyez ce que c'est, hein, la méthode analytique, c'est C et H, ça fait ch. C-H-I, ça fait chi. C-H-I-E, ça fait chier. C-H-I-E-N, ça fait chien. D'accord? Méthode analytique. Bon. Alors, méthode globale, hein, vous connaissez, vous mettez une image de chien, c'est quoi? C'est un chien. Voilà. Bon. Et alors, imaginez, enfin, pour comprendre l'aberration, alors, première question que je vous pose, quelle méthode favorise quelle classe sociale? Mais nous ne sommes pas égaux devant le langage. Quand nous arrivons à l'école, à 5 ans, grosso modo, la vraie école, d'accord, 5-6 ans, nous n'arrivons déjà pas égaux devant le langage. Les riches et les pauvres... regarde, une riche est en train de promener son riche dans une poussette, d'accord? Bon. Passe un chien qui court après un chat. Que dit la riche? D'accord, elle fait « Oh, gentil beau, regardez, un golden retriever qui court après un Siawa Silk Point. Je crois même que c'est un Rex Cornish. Oh, c'est le même que celui de mamie Béatrix. » Le gosse a déjà fait de l'anglais, vous voyez, je veux dire. Bon. La pauvre, elle est en train de promener son pauvre dans une poussette de pauvre. Un chien passe qui court après un chat. Que dit la pauvre? Ah, Kevin, regarde le woubou qui court après un mimi. Oh, le woubou. Oh, ben il est pas mimi le woubou. Oh, le mimi, il est pas mimi le woubou. Pourquoi il court après le mimi le woubou? Oh, pas mimi le woubou. Bon. Le gosse arrive à l'école. Méthode globale pure. La maîtresse pose une image de chien devant Jean Thibault. Elle dit, qu'est-ce que c'est? Le riche répond, c'est un golden retriever. Mais oui, mais Jean Thibault, c'est très très bien, tu sais. La maîtresse est contente. Elle pose une image de chien devant le pauvre. Elle dit, c'est quoi? Woubou. Non, c'est un chien. C'est un chien, répète après moi. C'est un woubou. Non, je viens de te dire, c'est un chien. Chien. C'est un woubou. Non, tu vois, tu es en train de confondre le sujet avec l'action. Tu vois, woubou, c'est ce qu'il fait, c'est pas ce qu'il est. Comment woubou, il aboie, mais lui, c'est pas un woubou. C'est un chien. Écoute, fais un effort, c'est un woubou. Ok, je te donne une dernière chance, c'est un woubou. Allez, tac, grille de micro-compétences, clac, 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 incapable de comprendre la différence entre le sujet et l'action, ne comprend pas une question, ne sait pas y répondre, tac, mal latéralisé, hop.
Et moi, quand ils m'entendent lire, ils ont l'impression que j'ai un super pouvoir. Je sais que je lis bien, j'aime bien lire, mais ils ont l'impression de ça, quoi. Qu'on vit dans 2 mondes différents, les élèves. C'est affreux. Ils ne savent pas ce que c'est que le bonheur de la lecture. Même de la lecture dans la tête. Dans l'Antiquité, on ne lisait pas à voix haute. Ils en sont là. On lisait à voix haute, pardon. On lisait à voix haute, c'est Saint-Augustin qui était étonné. Étonné, voilà, de son collègue. Bon. Voilà. Tu dis, admettons, on a une copie, bon, ça vaudrait 0, mais au moins, il a essayé de parler de quelque chose, etc. Ben donc, tu vas lui trouver des points parce qu'il a essayé de parler de quelque chose. Et ce qui valait 0, on va faire un... c'est à cause du Nord, je dis, c'est une catastrophe. On va mettre un mode d'évaluation qui correspond bien à, j'allais dire la médiocrité, mais médiocrité, ça veut dire moyenne, hein, d'accord ? Qui correspond bien au creux, à ce qui est vain. Il a pu exprimer 2-3 trucs, allez boum, 4 points. Il a mis un grand 1, un grand 2, 4 points. Non, tu caricatures. Non. C'est-à-dire qu'il a pensé à mettre A, le titre, et à souligner. Il a mis son petit alinéa pour faire un joli effet de début de paragraphe. Ça peut valoir 4 points, ça ? Oui. Parce que la copie, elle est jolie ? Oui. Alors c'est sur 50. Ça, on peut le faire au début de la 3e pour les habituer à faire des bonnes rédactions. On dit, voilà, on les félicite, vous présentez bien. Moi, je le fais, mes collègues le font. Mais pas au bac. Bac, non, brevet, non. Alors, il y a une catégorie de gens dont on n'a pas parlé, et qui pourtant sont au cœur de ça. On a parlé des profs, on a parlé de l'administration, on a parlé des élèves, on n'a pas parlé des parents. Ces parents-là, très souvent sur les réseaux sociaux, on voit les profs, on revient au début de notre conversation, le hashtag pas de vague, qui se plaignent de voir des profs se faire expliquer par des parents que ce sont des sales cons et que leurs élèves ont tout compris, ou parfois d'autres accusations dont on a parlé, de racisme, de discrimination ou autre. Est-ce que c'est des cas minoritaires ? Est-ce que les parents, en général, ont compris qu'il y avait un problème avec cette éducation nationale ? Est-ce qu'ils ferment les yeux parce qu'ils veulent pas voir que leurs gosses vont à l'abattoir ? Est-ce que... Tout à l'heure, dans la discussion, tu as employé une expression qui m'a beaucoup marqué. Tu me demandais de quel côté ils sont, du côté de... C'est intéressant qu'on voit spontanément les choses sous cet angle-là. On en est au stade où dans l'éducation, les gens, que ce soit les parents, les professeurs ou autres, sont du côté d'eux. Les parents d'élèves sont, comme tout le monde, j'ai envie de te dire, tu as une majorité silencieuse qui essaye tant bien que mal de s'adapter à la situation. Les plus à plaindre étant ceux qui soit n'ont pas le temps, soit n'ont pas les connaissances nécessaires. Dont on parlait, qui ne parlent même pas français, donc ils peuvent pas intervenir. Ils peuvent pas, même ceux qui peuvent. Moi, j'ai des mamans en face de moi qui font 1h30 de route pour amener le gamin et au boulot. Enfin, c'est terrible. Tu as une démultiplication des familles monoparentales. Quand j'entends, je suis désolé, des très grandes bourgeoises dire que c'est merveilleux d'avoir un enfant toute seule, mais tu connais beaucoup de mères de famille isolées qui sont heureuses de leur situation, que ce soit économiquement ou en termes d'éducation. Moi, j'en connais peu. Je te le dis, j'en connais très peu. Donc, les parents d'élèves, il y a de tout. J'ai envie de te dire, malheureusement, on parle fréquemment de ceux qui peuvent faire du mal. Et je suis obligé de le dire. Je me suis autant retrouvé en face de gens qui étaient merveilleux, qui étaient avec nous, qui m'appelaient pour qu'avec eux, on se prenne rendez-vous, mais sainement. Et souvent, je me suis retrouvé avec des gens qui pouvaient être violents. C'est arrivé à beaucoup de professeurs, j'ai déjà été attendu dans la salle des profs par un bonhomme qui était rentré, je ne sais pas comment, qui a l'habitude d'en venir aux mains avec des gens et qui est posé devant toi parce que son gamin qui en fait fout en l'air l'entièreté du cours, tu l'engueules. Voilà, rien que parce que tu l'engueules, rien que pour ça. Et là, c'est animal. C'est comme avec certains élèves, ça devient animal. Il y a plus de cortex frontal, il y a un striatum et un système limbique. Enfin, comme en commentaire, expliquez ce que je viens de dire, ça fera de la référence. Et le bonhomme, tu te dis, le but, c'est ne pas
se prendre un coup sur la tronche, sachant que moi, tu imagines bien que je m'en sors pas vraiment, hein, mais il faut être solide, donc il y a de tout. Et ce qui m'embête, je vais aller très vite sur ce coin-là, c'est que malheureusement, les parents d'élèves sont pris au dépourvu parce qu'ils ne savent pas comment le système fonctionne. Ils ne savent pas qu'on nous impose toute cette pédagogie, qu'il y a plein de choses qu'on ne veut pas faire. Ils ne savent pas que plein de gens voudront les utiliser, quel que soit le niveau de l'éducation nationale, voudront les mettre dans leur poche, politiquement ou pas. Et ça, c'est terrible pour eux. C'est terrible. Et surtout, je suis désolé, mais il y a malheureusement certains parents d'élèves qui font du mal à toutes les autres familles. Parce que c'est une question de famille, des gens qui se moquent de l'éducation de leurs gamins, voire qui éduquent leurs gamins dans le mauvais sens, des gens qui, en plus, expliquent que la moindre, ça c'est un dogme terrible, un élève est violent exclusivement parce que il a été victime de quelque chose au préalable. Exclusivement pour cela, et pour une deuxième raison qui est que le professeur n'a pas bien réalisé sa gestion de classe, c'est-à-dire qu'il a mis en place une situation amenant à la violence. Tout est dans l'inversion de la culpabilité, que ce soit envers les élèves, envers les profs, envers tout ce que tu veux, envers les victimes qu'il faut dégager de l'établissement. C'est une saignée, en fait. Moi, j'emploie ce terme aujourd'hui. Et surtout, c'est l'investissement politique de certains parents d'élèves, d'une certaine association, je suis désolé, elle se reconnaîtra tout de suite, mais moi j'en peux plus, et je suis pas le seul, qui, en conseil de discipline, mais savent tout mieux que tout le monde, font la moue, trouvent insupportable qu'à un moment donné, tu dises que cet élève, il faut, ne serait-ce que pour que les autres puissent vivre, il faut au moins le laisser quelques jours en dehors de l'établissement. Quelques jours qu'il fera, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, par mesure préventive. Hein. C'est pas parce qu'un élève est sorti d'un établissement qu'il y a eu conseil de discipline, expulsion, qui sera effacé du dossier de toute manière. Quand un élève est sorti d'un établissement, parfois, c'est simplement une mesure préventive qui est faite, et hop, on fait comme s'il y avait eu sanction conseil de discipline. C'est une arnaque. D'accord. L'autre sujet? Je remercie quand même les parents d'élèves qui sont là derrière nous parce que il y en a. Ça doit être sacrément dur. Et moi-même, j'ai pas forcément été un exemple avec eux. J'ai pu, voilà. On a des moments difficiles. J'ai fait partie de ces gens qui parfois ont complètement craqué, ont été absents longtemps. Et ça, c'est très dur pour leurs élèves et leurs enfants, je m'en veux énormément. Ça les aide pas, ça les sauve pas, mais voilà. T'as fait ce que t'as pu. Hein. Ouais. Tu parlais de tout justement cet amas de contraintes, de règles, etc., auxquelles vous n'êtes pas préparé, mais on vous laisse quand même le temps de vous préparer à ça. Là, on parle formation des professeurs. Quand il y a une directive du ministère, vous la recevez combien de semaines, combien de mois en avance pour le préparer? Pardon. Tu me laisses 24 heures pour aspirer, s'il te plaît. Je vais dire quelque chose que personne ne sait quasiment. On apprend au même moment que la population générale la publication ou le projet de publication d'une nouvelle directive, d'un nouveau projet. Attends, c'est-à-dire que vous apprenez comme tout le monde devant BFM le soir au JT, vous voyez ce que vous avez le lendemain? On apprend, oui, il y a des syndicalistes qui ont, entre autres, pour travail de surveiller tout ce qui se passe dans les journaux, tout ce qui est publié. Ils sont abonnés d'ailleurs aux articles payants, on en a besoin, et ils nous transmettent cela. C'est devenu même une mécanique huilée. Parce que sans syndicat, vous seriez même pas prévenu, en fait. On devrait se débrouiller par nous-mêmes. Mais c'est devenu même une mécanique huilée. C'est-à-dire que les gens du ministère savent ce qu'ils font à ce moment-là. Ils savent que ça va être repris. Donc, les syndicalistes nous préviennent. Ils nous disent, voilà, il va falloir à un moment donné qu'on organise l'établissement pour que pendant la période, là,
de maladie, eh bien, les élèves aient tel ou tel parcours. Donc, on essaye de se débrouiller entre nous. Dans un établissement de 750 gamins comme le nôtre, on a rajouté des murs partout. Enfin, c'est un enfer. Et ensuite, au bout d'un moment, au bout d'une semaine, on reçoit une espèce de PowerPoint dont l'esthétique confine à la grâce de Gérard de la Conta et qui a 45 pages. Ah oui, vous n'avez pas le droit au PowerPoint dont de un McKinsey. titre, si, il est pas plus long, le PowerPoint de McKinsey. Il est pas plus long. Il me fait penser que, quelque part, si on n'a pas de recul sur sa propre langue, et les élèves n'ont plus de recul sur leur langue, ils seront manipulés par la parole des autres. Et les enseignants ne sont pas encore dans cette situation-là. On peut leur reprocher beaucoup de choses au niveau politique et autres, ce que je peux comprendre. Le problème des enseignants, c'est qu'on souffre de la maladie de l'enfant qui crie au loup. Il y a eu énormément de greffes ou autres. Je comprends les gens qui se disent « qu'est-ce qu'ils sont encore ? C'est pas possible. » Là, on est dans une période où, si c'est pour la violence, si c'est pour que votre collège devienne une REP, ouais, les actions sont bonnes, il faut qu'on se réconcilie avec les parents d'élèves. Voilà. C'était nul comme fin. Non, c'était sincère et ça se voit. Et je pense que beaucoup de tes confrères et consoeurs regarderont ça avec le sentiment qu'on a exprimé des choses qu'ils auraient peut-être aimé eux-mêmes exprimer. Ouais, et qui ne peuvent pas. On va te laisser reprendre tes esprits un petit peu. Oui. Merci à toi d'avoir été là. Bien sûr, merci à vous. Et de toute façon, on se revoit vite dans ce format ou dans un autre. Dans un autre, ouais. Mandry est à Paris, alors on va peut-être tourner un petit truc. Peut-être bien, oui. J'ai une chaîne, je sais pas si on oui, on va faire la promo tout de suite. Promo, ça s'appelle L'Envol Antique. Tout un programme, et puis... C'est une chaîne de quoi ? C'est une chaîne de vulgarisation sur le monde antique, le latin, grec, qu'est-ce que le sacré, qu'est-ce que la catharsis. Là, on va faire un petit bond, et voilà. Allez découvrir ça, on le met en description de la vidéo. Voilà. Et on va se revoir vite. Merci à toi d'être venu, merci à la régie, merci aux spectateurs, et comme on dit ici, merci Cognac Jet, à vous les studios, et à une prochaine.